Et si on parlait de sport, la chronique. Et si le football racontait la plus grande histoire du sport mondial? Aujourd'hui, et si on parlait de sport, vous invite à embarquer pour un voyage exceptionnel au cœur de la Coupe du Monde de football avec une série inédite de 22 chroniques consacrées à la plus prestigieuse des compétitions. Des exploits qui ont fait vibrer la planète, des matchs devenus légendaires, des champions entrés dans l'histoire et des émotions gravées à jamais dans la mémoire de supporters. De l'Uruguay en 1930 jusqu'au Mondial 2026, nous allons parcourir ensemble près d'un siècle d'histoire du football mondial. Une aventure proposée par Et si on parlait de sport avec le soutien de la Ligue de football d'Occitanie et de ses 12 districts que nous remercions pour leur confiance et leur engagement à nos côtés. À chaque chronique, un invité passionné nous accompagnera pour revivre les moments forts, les anecdotes et les grandes pages qui ont façonné la légende de la Coupe du Monde. Alors préparez-vous à remonter le temps, à revivre les plus grands moments de football mondial. Et si on parlait de sport, spécial Coupe du Monde de football, c'est maintenant. 1966, le but fantôme et le sacre anglais, direction l'Angleterre en 1966 pour une édition entrée dans la légende grâce à une finale mythique et un but qui fait encore débat aujourd'hui. Après les sacres du Brésil en 1958 et 1962, le football mondial arrive en Angleterre, berceau historique du football moderne. Pour en parler, nous accueillons Bernard Batte, qui est le président du district de football du Lot et membre de la Ligue d'Occitanie. Bonjour Bernard. Bonjour, merci pour cette chronique. Alors Bernard, quelques mots avant d'attaquer sur la chronique sur le district du Lot. Donc le district du Lot de football comprend en gros 6400 licenciés à ce jour. Un petit district dans la Ligue de football Occitanie. On n'est pas le plus petit, mais on fait partie des districts ruraux, on va dire, avec une approche dans le développement du football pour essayer de développer autre chose que la compétition, pour avoir un rôle social au sein du département du Lot par le biais du football. On a mis des choses en place pour lutter contre la violence avec une commission de prévention et de médiation pour inciter les clubs à une meilleure tenue au cours du match et dans l'environnement des matchs. Donc, et puis aussi, on est un petit peu dans le développement du football féminin, avec une mise en place aussi d'une commission de féminisation, en plus de la commission féminine qui s'occupe à gérer les compétitions féminines. Donc c'est un district qui est plaisant d'œuvrer, et voilà, c'est avec une bonne équipe au niveau du comité de direction qui permet de travailler dans l'harmonie pour le développement de notre football et le maintien dans les milieux ruraux où c'est pas toujours difficile de motiver les bénévoles, tout ça pour le développement de notre football. Voilà. Merci Bernard pour cette petite présentation. Là aujourd'hui on va changer de casquette, c'est plus le président mais c'est le chroniqueur et le passionné de football qui va nous raconter un peu cette grande Coupe du Monde 1966, une Coupe du Monde que l'on appelait historique à bien des niveaux. Bernard, avec ton rôle de chroniqueur aujourd'hui, pourquoi cette Coupe du Monde reste-t-elle aussi célèbre aujourd'hui ? Mais il y a trois héritages majeurs, je dirais, de cette Coupe du Monde. C'est le premier titre mondial de l'Angleterre, qui était en fait quand même l'initiateur du football dans le monde, quoi. Et donc, il a fallu attendre 1966 pour qu'ils arrivent à avoir leur premier titre. Le but de Wembley, l'un des plus célèbres polémiques de l'histoire du football, nous semble-t-il. Et puis la naissance de la critique médiatique moderne de l'arbitrage, parce que ça a été favorisé par une des premières la diffusion par la télévision avec des ralentis, et donc qui préfigure éventuellement ce qui va devenir la VAR plus tard. C'est un petit peu une avant-gardiste pour ça, quoi. Voilà, en gros, pour moi c'était les trois choses principales qui marquaient cette Coupe du Monde, quoi. Voilà. Alors, en 1966, Bernard, le football, on va dire, revient à la maison pour les Anglais. Exactement. Et puis c'est vrai qu'il y a une pression énorme sur l'Angleterre et puis sur le monde du football, quoi, pour que justement c'est le berceau du football. Et tout, on va pas dire que tout était mis en œuvre, mais bon, il y avait pas mal de choses qui ont fait que ça a défrayé la chronique pour que l'Angleterre arrive
assez fin, on va dire, entre guillemets. Alors, on sait que l'Angleterre veut gagner cette grande compétition. L'équipe anglaise semble prête quand même. Oui, tout à fait. Il y avait des joueurs mythiques quand même qui jouaient à l'époque, qui font que c'est vrai que ça fait partie des favoris de cette compétition, quoi. Voilà, quoi. On peut citer quelques joueurs comme Bobby Charlton, Gordon Banks, ou encore exactement. Tous ces grands joueurs de l'équipe d'Angleterre de l'époque. Tout à fait, quoi. Et puis avec George Hurst qui va faire que lors de la finale, il inscrira le 4e but, quoi, qui fera que pour la première fois de son histoire, l'Angleterre deviendra championne du monde, quoi. Voilà. Alors, cette Coupe du Monde est aussi, on va le dire, très engagée physiquement. Très engagée physiquement, et puis peut-être c'est ça qui a fait lever les quelques critiques, hormis le but fantôme, entre guillemets, quoi, le 30 juillet lors de la finale, quoi. Mais donc il y avait il y avait Pelé qui était déjà un joueur qui faisait que il était déjà une grande notoriété et lors de cette compétition, il n'a pas été ménagé par les défenseurs, tant et si bien qu'à un moment donné, il voulait même quasiment quitter la compétition et arrêter le football par rapport à ça, quoi. Donc ça a commencé à faire des polémiques par rapport à l'arbitrage et à la protection des joueurs, quoi. Et il y a d'autres choses aussi quand même dans les Argentins aussi n'ont pas été ménagés par les défenseurs de l'Angleterre, quoi. Oui, notamment le quart de finale Angleterre-Argentine qui était extrêmement tendu. Exactement. Où l'arbitre allemand a été beaucoup remis en question, on va dire. Il se disait qu'en fait l'arbitre et les joueurs parlaient pas la même langue, quoi. Donc ça fait que ça portait des confusions, quoi. Et l'Angleterre monte quand même progressivement en puissance. C'est ce qu'on a pu constater sur ce parcours vers la finale. Tout à fait. L'Angleterre, au fil des matchs, prend confiance en elle, quoi. Au final, voilà. Petit à petit, ça monte puis avec les supporters, parce que les stades étaient bien remplis quand même, parce que je crois que pour la finale, il y avait quasiment 100 000 spectateurs, sur ce qu'on a pu voir maintenant, quoi. Donc, dans le stade de Wembley. Donc, lors de la finale contre l'Allemagne, quoi. Alors, défensivement, déjà, pendant cette préparation, on a vu que l'équipe est très impressionnante défensivement, avec notamment le gardien Gordon Banks. Ouais, Gordon Banks qui a marqué cette édition en étant l'image du gardien moderne et qui a fait que le gardien a pris une autre dimension dans ces confrontations, quoi. Alors on a noté aussi offensivement l'équipe qui s'appuie bien sûr sur le célèbre Bobby Charlton qui réalise notamment une finale énorme, une demi-finale contre le Portugal de Eusebio. C'est Eusebio qui était quand même aussi faisait partie des joueurs mythiques de cette époque et qui comme Pelé et d'autres qui faisaient que ça apportait la notoriété à la compétition et que c'était des artistes et donc ils ont été cadenassés par des gens comme Bobby Charlton, quoi. Alors, et dans l'autre demi-finale, si tu te souviens bien, il y avait ce qu'on appelait à l'époque l'Allemagne, la RFA et l'URSS dans un match. Avec, et là, ce sont un certain Franz Beckenbauer qui va s'imposer, quoi, qui va ressortir du lot, quoi. Et donc, qui fait que lors de cette demi-finale, c'est l'Allemagne qui va s'imposer parce que ils ont mentalement et physiquement ils ont tenu la corde, quoi. Alors ça nous amène au 30 juillet 1966, Wembley, tu l'as dit tout à l'heure, 100 000 spectateurs, Angleterre, Allemagne de l'Ouest. Et comment elle débute cette finale, Bernard ? Mais avec assez cadenassé en fait, il y a ce fameux but, quoi. Non, les équipes elles se sont cadenassées puisqu'à l'issue des 90 minutes, les deux équipes sont à égalité 2-2, quoi. Donc et c'est lors des prolongations que la décision va se faire, quoi, avec ce but fantôme, on va dire, quoi. Donc alors si on reprend un peu le déroulé, Bernard, juste pour te resituer pour le public, très vite l'Allemagne ouvre le score à la 12e minute avec Helmut Kohl à l'heure, et là tout le monde se fiche parce que les Allemands les 5000 spectateurs, ça a apporté un silence funeste sur le stade où tout le monde se fige, quoi. Il y a pas de voilà, tout le monde commence à craindre cette équipe d'Allemagne, quoi. Et alors donc, après, l'Angleterre réagit. Mais après, rapidement, il y a
le joueur Hurst qui va égaliser de la tête, quoi. 18e minute, de ce match, George Hurst qui égalise de la tête. Le match reste donc très serré. Et on attaque après, Bernard, la 78e minute avec un autre but de la part de Martin Peters. Ouais, qui donne l'avantage à l'Angleterre, quoi. Et puis donc, vraiment, le public se soulève et puis ils commencent à croire que le titre est pour eux, quoi. Donc, mais hélas pour eux, quasiment à la dernière minute, Wolfgang Weber, il va égaliser, quoi, pour l'Allemagne. Et donc, on va direction les prolongations. Prolongations. À l'époque, il y avait encore des prolongations. Voilà, pour les finales, quoi. Et alors, c'est là qu'arrive l'action la plus célèbre du football mondial, qu'on dit à ce moment-là, quoi. Donc, c'est à la 101e minute, quoi. La barre, le ballon touche la barre, il rebondit près de la ligne. Personne ne saura éventuellement pourquoi tout ça. Et donc, le but est accordé, quoi. Donc, et c'est le but qui deviendra décisif, quoi. Donc, et les Allemands protestent parce que pour eux, le ballon n'a jamais franchi la ligne. Par contre, l'arbitre consulte quand même son juge de touche, qui est un juge soviétique, et le but est accordé. Le but est accordé. Alors ça reste un mystère. Alors, on n'avait pas, comme on le dit aujourd'hui, la VAR pour vérifier. La Golden Line, Golden Line, là, avec les machins, avec les outils dans les ballons pour dire si ça a franchi ou pas, pour dire à l'arbitre si le ballon a vraiment franchi la ligne ou pas, quoi. Donc, ça devient une des plus grandes polémiques de l'histoire du sport que de ce sport, quoi. Donc, et encore aujourd'hui, le débat n'est pas complètement clos parce qu'il y a des gens qui ont essayé avec des photographies, des vidéos et des analyses informatiques plus tard, quoi, pour analyser ça. Et donc, jusqu'à ce jour, personne n'a déterminé franchement si le ballon avait vraiment franchi la ligne, quoi. Donc voilà. Ça reste donc un fameux but fantôme, mais ça s'arrête pas là. Il y a quand même une 120e minute avec un dernier. Après, voilà, c'est là ce qu'on disait tout à l'heure, quoi. Le but du 4e but, quoi. Donc qui conclut tout ça et qui fait que au final l'Angleterre quand même va s'imposer 4-2 et deviendra la championne du monde pour la première fois de son histoire. Quelle est ton impression en tant que dirigeant, joueur de football, sur cette finale 1966 avec cette victoire de l'Angleterre, une impression générale? Mais en fait, on peut toujours avoir la suspicion, une petite suspicion, quelque chose qui dit qu'il fallait absolument que l'Angleterre gagne ce mondial, quoi. Et donc, sans dire que tout avait été mis en œuvre pour cela, mais qu'il y a plein d'indices concordants qui font que au final, ça ne pouvait pas être une autre équipe que l'Angleterre qui gagne ce mondial, quoi. Voilà. C'est ce qui qui restera un petit peu en suspicion, quoi, on va dire, par rapport à ça, quoi. Merci. Voilà, Merci Bernard. Alors donc on va dire 1966, une Coupe du Monde historique, un titre à domicile pour l'Angleterre, une finale spectaculaire et un but fantôme devenu immortel. Grâce au triplé de George Hurst, l'Angleterre décroche un seul titre mondial, le seul titre mondial de son histoire. Même encore aujourd'hui, les Anglais ne sont pas parvenus à remporter un titre mondial. Merci Bernard pour nous avoir accompagnés, de nous apporter ton éclairage, et on sent bien la passion du dirigeant mais aussi du passionné de football. C'est un plaisir de t'avoir à l'antenne, en tout cas. Mais merci, heureux d'avoir participé à cette chronique. Et c'est vrai que même si j'étais très jeune à l'époque, quand même, c'est dans l'histoire du football, on ne peut pas passer outre cette fameuse compétition de 66, quoi. Voilà. Merci en tout cas. On se retrouve très bientôt pour la suite de notre série. Et là, ça sera direction 1970 au Mexique pour la Coupe du Monde de football spectaculaire du Brésil de Pelé au sommet de son art. 1970, Pelé, Jairzinho, Carlos Alberto. Le Brésil va émerveiller le monde entier. D'ici là, prenez soin de vous. Et comme toujours, et si on parlait de sport ?